En Bourgogne méridionale, accroché aux rives sauvages de la Loire, le pays charolais-brionnais offre des paysages bocagers remarquables. Façonnés depuis des générations, structurés et animés par l'eau, élément essentiel, ils sont le fruit d'une alchimie entre la terre et le travail des hommes. Paray-le-Monial, Charolles, Digoin ou encore Bourbon-Lancy constituent avec les autres villes, les bourgs et les fermes isolées du Charolais brionnais, un patrimoine bâti de qualité, reflet de savoir-faire technologique et agricole. Plus localement, autour de la vallée de l'Arconce, région bucolique, on découvre le berceau de la race charolaise. Le Brionnais possède un patrimoine architectural très remarquable. Le style gothique y est ponctuellement représenté, mais c'est le roman qui domine par sa densité et sa beauté. On ne peut se promener dans ce pays sans remarquer les églises d'Anzy-le-Duc, de Semur-en-Brionnais et de bien d'autres communes. Il nous faut également citer les maisons paysannes, comme caractéristique de cette région, ce patrimoine vernaculaire trop peu connu, et pourtant qui est proposé comme patrimoine remarquable à l'UNESCO. Ce n'est donc pas sans raison que l'on peut y dédier notre promenade. Simple d'apparence, d'une rusticité qui peut surprendre, il n'en est pas moins exceptionnel. La vue n'y suffit pas, comme c'est souvent le cas du patrimoine vernaculaire, qui ne peut se faire apprécier que si on le comprend. Et pour le comprendre, il vaut mieux en connaître ce qui le motive, ce qu'il porte comme histoire, de l'architecture, des hommes, des labeurs, d'un passé qu'il ne faut pas renier parce qu'il fut difficile et qu'on préfère se tourner vers un futur que l'on veut plus riant. Si nous pouvons nous y attacher, c'est grâce à une transmission orale, recueillie in extremis, mais aussi à des documents datant de plusieurs siècles retrouvés dans les fermes du Brionnais. Pour mieux vous faire connaître ces maisons paysannes, nous découvrirons ensemble quelques constructions caractéristiques qui témoignent de ce pays. Pour cela, nous nous adressons à Aurélien Michel, animateur du patrimoine du pays d'art et d'histoire du Charolais brionnais, qui, par sa compétence, va pouvoir nous faire toucher du doigt ce que sont ces maisons paysannes. Un grand merci à vous, cher Aurélien. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, alors on va commencer effectivement par un exemple de cette architecture paysanne qui a progressivement disparu du paysage du Brionnais au profit d'une autre forme d'architecture. En fait, il y a une période de transition, une période où les choses vont évoluer, qui se situe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, dans ce Brionnais où du coup la pratique de l'élevage et surtout de l'embouche, c'est-à-dire de l'engraissement des bestiaux, va se développer. Voilà, alors juste en arrière-plan, on a justement un magnifique pré d'embouche donc qui comportait des propriétés exceptionnelles pour l'engraissement des bovins. Voilà. Alors revenons donc à la maison rurale telle qu'on pouvait la trouver donc avant ce développement massif de l'élevage et de l'embouche. Donc c'est caractéristique, ce qui est le plus caractéristique, c'est l'habitat sur 2 niveaux avec donc l'accès à l'étage qui se fait par un escalier extérieur, là en l'occurrence qui est sur la façade principale et qui débouche sur un balcon ou une galerie qui permettait donc d'accéder à la pièce de l'étage. Voilà, donc un habitat assez simple avec une toiture à 2 pans, mais ce qui fait tout son charme et sa caractéristique, c'est cette galerie. Et alors on remarquera que les murs pignons du bâtiment
bâtiments sont largement débordants par rapport aux murs de façade, aux murs gouttereaux, tout simplement parce que ça permettait de soutenir une avancée de toit, un débord de toit, qui permettait de protéger la façade et notamment d'abriter cette fameuse petite galerie. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ce bâtiment que vous avez devant vous a été un peu transformé puisque ensuite il a recueilli des usages plus agricoles, mais à la base, on est bien sur une maison, sur un habitat qui reflète aussi une organisation d'une cellule familiale avec la pièce commune au rez-de-chaussée, qui était la pièce de vie principale, la cuisine en fait, et puis à l'étage, la chambre du chef de famille. Voilà, donc puisqu'on pouvait avoir plusieurs générations qui vivaient dans ces maisons. Et donc, on avait un chef de famille qui se distinguait du reste de la famille en ayant donc voilà, sa chambre à coucher à l'étage. Alors ici, voilà, on est sur la maison d'un laboureur, d'un cultivateur. Sur les matériaux, ce sont essentiellement donc des matériaux locaux, le bois, la pierre, donc la pierre calcaire un peu jaune typique du Brionnais, avec donc surtout l'utilisation du moellon. Donc le moellon, c'est une pierre de petite moyenne taille, grossièrement taillée. Voilà, donc on n'a pas un appareillage de la pierre très régulier, ce qui explique que la plupart de ces maisons étaient également enduites. Et on ne laissait apparaître que les chaînages d'angles, que les chaînes d'angles des bâtiments et les encadrements d'ouverture. Voilà. Alors aujourd'hui, on a tendance à vouloir laisser ces appareillages, même irréguliers, apparents. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'enduit était très utilisé, à la fois parce que justement on trouvait ces appareils irréguliers inesthétiques, et puis aussi pour protéger les façades. Donc aujourd'hui, le regard évolue un peu. On aurait tendance à changer de regard sur ces appareils de pierre irréguliers qui ont un charme, une certaine rusticité, alors qu'à l'époque où ces bâtiments étaient construits, l'objectif était au contraire de les cacher. L'enduit, ça servait à protéger des intempéries, mais ça empêchait aussi la végétation de pousser sur les façades. Et on voit que ce patrimoine est donc extrêmement fragile. Alors cette maison, elle est à peu près du XVIIIe siècle, la date précise, première moitié du XVIIIe siècle. Voilà. On se trouve devant un grand bâtiment de grange. C'était le bâtiment destiné aux bovins sur l'exploitation. Alors cette exploitation dépendait du château de Chaumont qui se trouve juste de l'autre côté de la route. Et alors c'est vraiment un bâtiment caractéristique de ces bâtiments d'élevage bovin, c'est-à-dire que vous avez trois grandes ouvertures, une plus grande ouverture au centre du bâtiment et deux plus petites de part et d'autre. Donc la grande ouverture au centre correspond à la grange où était stocké le char à foin. Et de part et d'autre, les deux plus petites ouvertures qui sont ici couvertes d'arcs en plein cintre sont les deux ouvertures des étables, là où étaient donc parqués les animaux, les bovins. Et il y a une certaine rationalisation là-dedans, puisque le fait d'avoir les étables de part et d'autre de la grange permettait de distribuer depuis l'espace central le foin et donc pour la nourriture des animaux directement dans les étables, dans les râteliers. Voilà. Et donc on a aussi cette toiture imposante qui est aussi imposante tout simplement parce que
au-dessus des étables se trouvaient les fenils où on conservait donc la paille également pour donc les étables. Et donc là, on est devant un bâtiment qui date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Merci Aurélien. Je crois que maintenant, d'autres découvertes nous attendent. Voilà, donc ici on est à Orval, donc un peu en contrebas du hameau de Chaumont sur la commune d'Oyer, en plein cœur donc du futur bien patrimoine mondial. Et là on a un exemple caractéristique de l'évolution qu'a connu l'habitat à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec donc l'enrichissement de certaines familles dans l'embouche. Donc la caractéristique de ces maisons, elle tient en 3 points. La première, c'est déjà l'organisation symétrique des façades, puisqu'on voit bien une travée centrale avec la porte d'entrée de la demeure et 2 travées latérales, 2 ou 4, ça dépend de l'importance de la maison, de part et d'autre de la travée centrale. Deuxième point, c'est le toit. Donc on voit cette imposante toiture à 4 pans. On parle aussi d'un toit à croupe. Voilà. Et puis la troisième caractéristique, celle-là on la voit pas de l'extérieur, c'est que dans cette derrière la porte d'entrée, au centre de la demeure, est installé l'escalier. Donc on voit bien là l'évolution. L'accès à l'étage qui se faisait à l'origine par un escalier extérieur et qui gagne désormais l'intérieur de la demeure et participe à la distribution intérieure de la demeure. Donc là en fait on voit bien l'influence de l'architecture dite savante sur cette architecture rurale, vernaculaire. On a donc ces propriétaires, ces riches emboucheurs qui s'inspirent de l'architecture savante pour faire évoluer leur habitat et leur mode d'habitation. Et donc là, avec cet exemple, l'architecture rurale, elle prend une vraie dimension sociale, on va dire, puisque du coup, l'architecture reflète la réussite économique de son propriétaire et son statut social, qu'on retrouve d'ailleurs dans les archives écrites, puisque généralement, au XVIIIe siècle, on a ces familles qui sont d'abord désignées comme laboureurs, cultivateurs, et qui changent de qualification au bout d'un certain temps pour devenir des marchands. Voilà, sachant que c'est sous ce terme qu'on les désigne dans les archives, sachant qu'effectivement, finalement, l'activité d'embouche, c'est aussi une activité de commerce, puisqu'on revend, on achète les animaux maigres, on les fait engraisser dans les prés d'embouche et ensuite on les revend au bout de quelques mois de pâturage. L'ancienne grange a été assez bien rénovée pour en faire un local à usage d'habitation. Et nous poursuivons notre périple. Donc là, on est au bourg d'Oyer avec un exemple exceptionnel de réussite dans l'embouche qui est celle de la famille Mathieu, donc qui ont commencé l'embouche au début du XVIIIe siècle avec leurs cousins les Circot de Chaumont et qui ont connu une réussite exceptionnelle dans ce commerce des bovins gras. Et donc là, on est sur une maison de maître inspirée clairement de l'architecture savante, de l'architecture des châteaux, puisqu'on a ici des éléments d'architecture de style néoclassique, comme donc ce grand fronton triangulaire qui domine la façade principale de la maison.
Dans les inventaires après décès de la première moitié du 19e siècle, on voit bien à l'intérieur le calcage d'un mode de vie aristocratique avec des pièces de réception, les appartements de madame, les appartements de monsieur, etc. Mais malgré tout, par rapport à ça, on peut observer la grande dépendance du domaine qui comporte donc des granges et plusieurs étables à bovins. Et cette dépendance est ouverte vers la cour d'honneur. Donc on voit aussi que parallèlement à cette inspiration d'un mode de vie plus mondain, plus aristocratique, on ne s'éloigne pas non plus complètement du travail agricole avec cette dépendance qui est vraiment très proche. Et on voit bien les ouvertures qui donnent aussi du côté de la maison. Donc on peut imaginer peut-être des animaux qui auraient pu aussi bien traverser la cour de la maison pour rejoindre les étables à l'image des carrosses avec les chevaux. Eh bien, maintenant, remercions Aurélien avant de nous diriger dans une autre direction. Transposons-nous maintenant dans un autre village tout aussi intéressant, le village de Giverdier, à Saint-Symphorien-des-Bois. Nous avons choisi la maison d'Ury comme point de départ de l'enquête. Celle-ci a été facilitée par l'étude préalable de 350 pièces d'archives conservées dans cette maison et par la riche tradition orale que nous avons pu recueillir. La maison d'Ury est située à l'extrémité méridionale du village de Giverdier. L'ensemble des bâtiments autour de la cour et les parcelles attenantes forment ce que l'on appelle, ou ce que l'on appelait plutôt autrefois en Bourgogne, le mai. On retrouve ce terme dans les archives paysannes du village au XVIIe et XVIIIe siècle. Comme on peut le voir sur le plan, l'ensemble est composé de plusieurs structures assez différentes. On désigne le corps de bâtiment le plus ancien sous le terme de vieille maison, dont l'orientation et la disposition des ouvertures ne sont pas dues au hasard. Presque comme toutes les maisons anciennes du village, celle-ci tourne sa façade principale vers le sud. Nous voyons ici quelques exemplaires des documents retrouvés qui ont permis de reconstituer une grande partie de l'historique de ces maisons. Ces archives se composent de titres variés de propriété, de testaments et de contrats de mariage, de livres de comptes, mais aussi de liasses entières de procès entre voisins. La pièce la plus ancienne remonte à 1595. Ces archives constituent un fonds de documentation tout à fait exceptionnel. La diversité architecturale résulte des besoins multiples et évolutifs des populations qui se sont succédées au cours des 3 siècles derniers sur un territoire où la polyculture et le polyélevage ont progressivement laissé place à la spécialisation bovine. Ces exploitations agricoles font partie de l'architecture vernaculaire, qui regroupe les édifices jugés modestes, construits en milieu rural par les sociétés paysannes. L'étude du bâti exige une bonne connaissance du contexte économique, social, géographique et culturel dans lequel il s'inscrit. Mais écoutons les commentaires de Pierre Dury. Donc là, dans le fond de la cour, il y a ce qu'on appelle dans notre famille, il y a à juste titre la vieille maison. Donc ça veut dire que jusque vers le milieu du 19e siècle, les gens habitaient dans la partie gauche, habitation. Donc rez-de-chaussée pour la famille, la cuisine, le feu, et puis l'étage supérieur qui apparaît au XVIIIe siècle, c'est pour la génération des anciens, quand ils laissent la conduite de la maison, du domaine, à la génération plus jeune qui continue à habiter en bas. Donc la partie habitation, ça c'est très intéressant dans les maisons anciennes du Brionnais, communication à l'intérieur dans la grange, au-dessus de la grange il y a donc la réserve de fourrage, de paille pour la moisson, le peu qu'on a à cette époque. Communication de la grange dans l'étable des bovins, et puis communication avec les petits animaux. Mon ancêtre Jacques l'a fait dans les années 1770, il faisait du mouton.
Par un hasard extraordinaire, notre fermier actuellement, il s'est remis à l'élevage du mouton pour avoir un complément par rapport à l'élevage des bovins. Il y a une petite discordance là devant le bâtiment parce que les toits sont pas à la même hauteur, alors que dans le dispositif ancien des vieilles maisons où habitation, bâtiments et agricoles sont sur un même toit, le toit est au même niveau. Pourquoi le toit de l'ancienne habitation est surélevé? C'est que quand mon père, dans les années 1950, a fait refaire la charpente et les toitures, qui sont très abîmées là maintenant, pour des raisons de sécurité incendie, ils ont renforcé le mur pignon et la toiture s'est un peu décalée. Ainsi, on comprend que l'exploitation agricole répond à un double usage. Elle est le lieu d'habitation de la famille, le foyer, et un lieu d'activité économique. Si la fonction d'habitation est essentielle, l'habitat paysan est surtout un ensemble d'espaces de travail. Là, on voit une discordance, donc on voit bien, c'est clair au premier coup d'œil que là, il y a un agrandissement au 19e siècle. Vous avez tout ce corps de bâtiment qui vient en équerre contre la vieille maison, d'accord ? Et raccordé plus ou moins maladroitement au niveau toiture avec la partie de l'habitation ancienne. On voit bien que c'est un agrandissement en équerre, ce qui fait que la cour va se refermer sur elle-même. Et l'agrandissement vise à créer des espaces clos. C'est-à-dire que cette cour, là, ici, les différents bâtiments sont autour, et puis il y a trois sorties, là, qui sont fermées par des portails. Alors, c'est fermé. C'est un espace qui se ferme sur lui-même. À droite, la tour du pigeonnier est entourée de constructions basses destinées à divers usages, sous à cochon, écurie du cheval. Le pigeonnier à 2 étages a conservé ses petites ouvertures carrées avec une pierre d'envol pour les pigeons. Le rez-de-chaussée sert de poulailler. Là, c'est la dernière construction d'habitation. Alors, tout ça s'est fait à peu près en même temps. Là. À l'intérieur de la maison, on retrouve logiquement la même ordonnance symétrique annoncée par les ouvertures des façades. Au XIXe siècle, tout est crépi. Le pignon de la maison est sans ouverture car tourné vers l'ouest. On retrouve ici le pigeonnier avec ses ouvertures rectangulaires. Donc maison de maître, on peut dire ça ou pas? De maître, c'était pas l'expression usitée, c'est la maison d'habitation de la famille, voilà. Corniche moulurée au-dessus de la toiture, qui n'existe jamais dans les vieilles maisons. D'accord ? Imitation de la maison du bourgeois de la ville. La corniche, ça sert à rien, mais ça fait joli. Nous voici au bout de nos découvertes. L'habitat signifie toujours quelque chose. Un mode de vie, bien sûr, une activité économique, un niveau de vie, une culture, des relations sociales, un espace sociétal. Ces maisons paysannes doivent nous faire souvenir que ce dernier siècle a été celui d'une expansion économique unique dans l'histoire du monde. Elle doit aussi nous faire humbles sur le fonctionnement de nos sociétés. Tirer des conclusions ou des leçons ne sont pas du ressort de ces pérégrinations découvertes. Mais est-ce pour autant qu'il ne faille pas nous interroger sur notre aujourd'hui ? Merci à Aurélien et à Pierre de nous avoir montré qu'hier n'est pas bien loin et qu'il serait futile de ne pas en tirer, à tout le moins, une réflexion. Au revoir et à bientôt.